Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé absolument fondamental, mais que beaucoup de gens ne comprennent qu'au moment où les problèmes commencent vraiment, les reins. La plupart des personnes savent vaguement que les reins servent à fabriquer l'urine ou à filtrer le sang, mais elles ne mesurent pas toujours à quel point leur rôle est plus vaste, plus subtil et plus vital que cela. En réalité, les reins sont de véritables organes de tri, de régulation et d'équilibre. Ils ne se contentent pas d'éliminer ce qui est inutile. Ils participent aussi à la conservation de ce qui est précieux pour l'organisme. Ils aident à maintenir l'équilibre des minéraux, de l'eau, de certains acides, de la pression artérielle, et ils interviennent même dans l'activation de la vitamine D. Autrement dit, quand les reins commencent à mal fonctionner, ce n'est pas un seul détail du corps qui se dérègle. C'est tout un système d'équilibre qui commence à vaciller. Le but ici est donc de rester simple, clair, utile et d'aller à l'essentiel. Il ne s'agit pas de noyer le sujet dans un langage technique compliqué, mais de comprendre 3 choses essentielles. À quoi servent les reins, quels signes peuvent alerter, et quelles habitudes peuvent aider à les protéger. Le rôle réel des reins, bien plus qu'un simple filtre. On dit souvent que les reins filtrent le sang. C'est vrai, mais cette phrase, à elle seule, ne suffit pas à rendre justice à ce qu'ils font réellement. Quand on imagine un filtre, on pense souvent à quelque chose de mécanique, comme un filtre à huile ou un filtre à eau. Mais le rein est bien plus intelligent qu'un simple tamis. Il trie. Il récupère. Il réabsorbe. Il élimine. Il régule. C'est un système vivant, extrêmement complexe, qui travaille en continu pour garder le sang aussi propre et équilibré que possible. Les reins retirent du sang de nombreux déchets issus du fonctionnement normal du corps. Ils éliminent aussi certaines substances en excès. Mais, en même temps, ils évitent de jeter ce que le corps doit conserver. Ils aident à réabsorber certains nutriments, à maintenir les bons niveaux de minéraux, à gérer la quantité d'eau dans l'organisme et à garder une certaine stabilité chimique. C'est justement pour cela qu'un rein qui s'abîme ne provoque pas un seul symptôme isolé. Quand sa fonction de filtration se dégrade, 2 problèmes apparaissent en même temps. D'un côté, le corps commence à retenir des déchets qu'il devrait évacuer. De l'autre, il peut commencer à perdre des éléments utiles qu'il aurait dû garder. C'est ce double déséquilibre qui explique la diversité des symptômes rénaux. Pourquoi les symptômes rénaux sont souvent discrets au début? L'un des problèmes avec les reins, c'est qu'ils peuvent se détériorer lentement, silencieusement, sans provoquer au départ une douleur claire ou spectaculaire. Beaucoup de personnes découvrent un problème rénal tardivement, à travers une prise de sang, une analyse d'urine, une tension anormalement élevée, ou un symptôme qu'elles n'avaient pas relié au rein. C'est pour cela qu'il est utile de connaître certains signes d'alerte qui, sans être toujours spécifiques, peuvent faire penser à une souffrance rénale ou à un système de filtration qui ne fonctionne plus correctement. Le document de départ en mentionne plusieurs, et nous allons les reprendre en les développant de façon plus claire. Premier signal, un goût métallique dans la bouche. L'un des signes précoces évoqués est la présence d'un goût métallique dans la bouche. Cela peut donner la sensation étrange que l'haleine ou le goût général de la bouche ont changé, comme si quelque chose devenait plus lourd, plus amer, plus minéral ou plus désagréable. Dans la logique du document, cela pourrait refléter une difficulté croissante de l'organisme à éliminer correctement certains déchets. Quand le rein ne filtre plus aussi bien, certaines substances peuvent s'accumuler davantage dans le sang, et cette accumulation peut parfois se manifester à travers le goût ou l'haleine. Ce n'est évidemment pas un signe qui permet, à lui seul, de poser un diagnostic. Mais quand ce phénomène s'associe à d'autres symptômes, il mérite de ne pas être ignoré. Deuxième signal, des démangeaisons inexpliquées. Le texte mentionne aussi la présence de démangeaisons diffuses dans le corps. Certaines personnes décrivent une peau qui gratte sans raison apparente, sans allergie évidente, sans nouveaux produits cosmétiques, sans éruption majeure, mais avec une sensation persistante d'irritation ou d'inconfort. Dans le contexte d'un mauvais fonctionnement rénal, cela peut s'expliquer par une élimination moins efficace de certaines substances, qui peuvent alors contribuer à une sensation de malaise cutané. La peau devient parfois un organe qui exprime ce que les reins n'arrivent plus aussi bien à gérer. Là encore, une démangeaison n'est pas forcément liée aux reins, loin de là. Mais dans une vision d'ensemble, cela peut faire partie du tableau. Troisième signal, une haleine qui rappelle l'ammoniac. Le document évoque également une haleine ammoniacale, parfois décrite comme une odeur plus forte, plus chimique,
ou différente de la laine habituelle. Cette caractéristique est associée à une accumulation de déchets azotés lorsque les reins n'arrivent plus à bien les éliminer. C'est un point important à comprendre. Quand le système de filtration devient moins performant, certains déchets issus du métabolisme, notamment ceux liés aux protéines, peuvent davantage circuler dans le sang. Et parfois, cela finit par se ressentir jusque dans la laine. Les signes plus avancés, quand la rétention devient visible. À mesure que la fonction rénale se dégrade, les signes peuvent devenir plus visibles. Et parmi les plus parlants, il y a l'édème, c'est-à-dire la rétention d'eau dans les tissus. Les chevilles, les pieds et le bas des jambes. L'un des signes les plus classiques est le gonflement des chevilles, des pieds ou du bas des jambes. Certaines personnes remarquent que leurs chaussettes marquent davantage, que leurs chaussures deviennent plus serrées ou que leurs jambes semblent plus lourdes. Dans certains cas, lorsqu'on appuie avec le doigt sur la zone gonflée, une marque reste quelques secondes. C'est ce qu'on appelle un édème prenant le godet. Dans le document, ce type de gonflement est présenté comme un signe important de reins surchargés ou en difficulté. Il rappelle aussi que le foie et les reins interagissent dans l'équilibre des fluides, mais dans ce contexte précis, il met clairement l'accent sur le rôle des reins. Les poches sous les yeux. Un autre signe fréquent mentionné est le gonflement sous les yeux. Les fameuses poches gonflées, épaisses, ou un aspect boursouflé au réveil sont interprétées ici comme un autre reflet de la rétention et d'une difficulté du corps à bien gérer certains fluides. Il faut être prudent, bien sûr, car les poches sous les yeux peuvent avoir plusieurs causes: manque de sommeil, âge, allergie, rétention liée à l'alimentation, etc. Mais le document les classe parmi les signes qui, dans certains cas, doivent faire penser à la fonction rénale. Le givre urémique, un signe impressionnant mais tardif. Le texte d'origine mentionne ensuite un signe plus frappant, appelé givre urémique. Cela correspond à l'idée que certaines substances, notamment l'urée, s'accumulent dans le sang au point de finir par être éliminées en partie par la peau, laissant apparaître de petits dépôts blanchâtres sur certaines zones, notamment au niveau du cuir chevelu ou du front. Même si ce phénomène n'est pas quelque chose que la plupart des gens verront au quotidien, il illustre bien le principe général. Quand les reins n'éliminent plus correctement, le corps cherche d'autres voies pour se débarrasser de ce qui s'accumule. L'hypertension, à la fois conséquence et facteur aggravant. Un autre signal important du document est l'hypertension artérielle. C'est un point capital, parce que la relation entre reins et tension est à double sens. D'un côté, si les reins filtrent mal, la pression peut monter. De l'autre, si la pression artérielle reste élevée trop longtemps, elle abîme encore davantage les reins. Le document compare cela à un filtre soumis à une pression trop forte. À long terme, le système se détériore. Pour mieux comprendre cela, il faut se rappeler que les reins sont constitués de minuscules structures de filtration appelées glomérules. Chaque rein en contient environ 1 million. Ce sont de très petits filtres extrêmement fins, sensibles et précieux. Si la pression sanguine est trop élevée, elle finit par abîmer progressivement ces structures. Et une fois que ces filtres sont endommagés, le rein devient moins efficace. Le sang circule moins harmonieusement à travers eux, certains déchets sont moins bien éliminés, certains nutriments sont moins bien retenus, et le cercle vicieux s'installe. Une fatigue profonde qui ne s'explique pas. Le document insiste aussi sur un symptôme très courant mais souvent mal interprété, la fatigue. Pas une simple petite fatigue de fin de journée. Une vraie lassitude, un épuisement, une sensation de faiblesse ou de lourdeur persistante. Dans sa logique, cela s'explique par l'accumulation de déchets dans le sang, en particulier ceux issus du métabolisme des protéines, comme l'urée. Quand ces substances s'accumulent, le corps fonctionne moins proprement. On peut se sentir vidé, ralenti, sans énergie, même sans raison extérieure évidente. C'est l'un des problèmes des atteintes rénales, beaucoup de signes sont flous. Ils peuvent ressembler à autre chose. Et pourtant, mis ensemble, ils peuvent raconter une histoire très cohérente. Des protéines dans les urines, un filtre qui commence à fuir. L'un des signaux les plus parlants sur le plan biologique est la présence de protéines dans les urines. En temps normal, le rein ne devrait pas laisser passer de grandes quantités de protéines. Les protéines sont trop précieuses pour être perdues ainsi. Si une analyse montre une quantité importante de protéines dans les urines, cela suggère que le système de filtration est abîmé. Le document l'exprime de manière simple: si beaucoup de protéines passent, c'est que le filtre a des trous. L'image est parlante.
Bien sûr, la médecine réelle est plus nuancée, mais pour comprendre l'idée générale, c'est très utile. Un petit passage de protéines peut avoir plusieurs causes, mais un passage important doit faire suspecter une atteinte rénale. Un terrain plus acide est le rôle du diabète. Le texte évoque aussi une urine très acide et relie cela à des déséquilibres impliquant l'ammoniac et le pH. Il ajoute un point très important. En cas de diabète mal contrôlé, une acidose sévère peut apparaître, appelée acidocétose. Le document insiste clairement sur le fait qu'il ne faut pas confondre cela avec la cétose nutritionnelle. La cétose nutritionnelle résulte d'une stratégie alimentaire. L'acidocétose, elle, est une complication grave du diabète mal géré, dans laquelle le corps manque d'insuline et bascule dans un déséquilibre dangereux. Cette distinction est importante, car elle évite de mélanger deux situations totalement différentes. Le lien entre reins, vitamine D et calcium. L'un des points les plus intéressants du document concerne la vitamine D. Beaucoup de gens savent que le foie intervient dans de nombreux processus, mais ils oublient souvent le rôle du rein dans l'activation de la vitamine D. Le document rappelle que les reins participent à la transformation de la vitamine D vers sa forme active. Si la fonction rénale baisse, cette transformation se fait moins bien. Résultat, on peut avoir une forme de déficit fonctionnel en vitamine D, même si on en consomme. Et puisque la vitamine D active aide à gérer l'utilisation du calcium, cela peut entraîner un autre déséquilibre. Le calcium peut alors être moins bien utilisé, moins bien dirigé, et finir par se déposer là où il ne devrait pas, dans les artères, dans certains tissus, ou contribuer à la formation de calculs. Le texte cite ainsi plusieurs conséquences possibles: calcification, athérosclérose, calculs rénaux, dépôt dans d'autres tissus, etc. La cause principale, le diabète et l'excès de sucre dans le sang après les signes. Le document met clairement l'accent sur ce qu'il présente comme la cause numéro 1 des atteintes rénales, le diabète, et plus précisément l'excès chronique de glucose dans le sang. Dans cette vision, le sucre agit comme une agression permanente sur les reins. Le texte utilise des images fortes pour le faire comprendre, comme si le rein était continuellement frotté, agressé, usé par un excès de glucose qui circule partout. Il rappelle que les reins font partie des grands tissus vulnérables face à l'hyperglycémie chronique, au même titre que le cœur, les vaisseaux, les nerfs, le cerveau et les yeux. Et il insiste sur un point intéressant. Même lorsque la glycémie sanguine n'est pas encore dramatiquement élevée sur les analyses, le corps est parfois déjà en train de lutter pour garder le sang propre grâce à l'insuline. Mais cela ne signifie pas que tout va bien. Cela veut simplement dire que le corps travaille dur pour empêcher le sucre de rester dans le sang. Le texte pose alors une question très pertinente. Où va tout ce sucre? Une partie peut être stockée, déplacée, transformée, et parfois éliminée en partie par les reins. Dans ce cas, les reins se retrouvent à devoir filtrer une charge supplémentaire. Et selon le document, cette surcharge finit par les users. Deuxième grande cause, l'hypertension. La deuxième cause majeure mentionnée est l'hypertension artérielle. Là encore, il y a une logique circulaire. Le diabète favorise l'hypertension. L'hypertension aggrave les lésions rénales. Les lésions rénales peuvent contribuer à leur tour à dérégler encore davantage la tension. Le texte évoque aussi le rôle possible d'un manque de potassium et d'une vitamine D insuffisante dans ce système global. D'autres causes possibles. Le document mentionne aussi la polykystose rénale, présentée comme une maladie génétique pouvant se manifester plus nettement lorsque les reins deviennent plus fragiles. Il cite également la glomérulonéphrite, c'est-à-dire l'inflammation des glomérules, les petites unités filtrantes du rein. Mais même en évoquant ces causes, le texte revient sans cesse à son idée centrale. Une très grande partie des problèmes rénaux modernes sont liés à un terrain métabolique perturbé, en particulier au sucre, au diabète et à la pression élevée. Que faire pour protéger les reins? Une fois que l'on comprend cela, la question devient simple: que peut-on faire? Le document oriente d'abord vers une idée principale: réduire la charge en glucides, et donc limiter ce qui pousse la glycémie vers le haut. Sa logique est la suivante: si l'excès de sucre est le principal agresseur, alors diminuer cette charge devient un levier essentiel de prévention. Le rôle du potassium, avec prudence selon le stade. Le texte ouvre ensuite une parenthèse importante sur le potassium. Il précise qu'en cas d'insuffisance rénale terminale, l'excès de potassium peut devenir dangereux, et que dans ce cas,
il faut impérativement suivre les consignes médicales. En revanche, avant ce stade, il présente le potassium comme un minéral très protecteur pour les reins, en particulier lorsqu'il vient d'aliments naturellement riches en potassium. L'idée générale à retenir ici, c'est que la gestion du potassium dépend beaucoup du stade de la maladie rénale. En prévention ou dans certaines situations, il peut être utile. En phase avancée, il peut devenir problématique. C'est donc un point qui demande de la prudence et un suivi. Les meilleurs aliments mis en avant dans le document. Le texte recommande plusieurs aliments qu'il présente comme particulièrement favorables aux reins. Les légumes-feuilles. Les légumes-feuilles arrivent en tête. Ils sont présentés comme riches en nutriments protecteurs, en minéraux et en composés végétaux intéressants. L'asperge. L'asperge est mise en avant pour son intérêt dans le soutien rénal et pour son lien avec l'élimination de l'acide urique. Le cale. Le cale est cité comme un aliment particulièrement riche en phytonutriments protecteurs. Il entre dans la logique du texte comme aliment protecteur, nutritif et favorable à la santé rénale. Le céleri. Le céleri occupe une place spéciale dans le document. Il est présenté comme très utile pour aider doucement les reins et pour lutter contre la rétention d'eau, notamment les chevilles gonflées et les poches sous les yeux. Le texte va même jusqu'à mettre en avant le jus de céleri comme soutien régulier. Les protéines, modérées mais de qualité. Concernant les protéines, le texte recommande le poisson, les fruits de mer, ainsi que des viandes de bonne qualité, idéalement biologiques ou issues d'élevage nourries à l'herbe. Il ne conseille ni une alimentation très riche en protéines, ni une alimentation trop pauvre. Il parle plutôt d'un apport modéré, autour de 3 à 6 ou 7 onces par repas, soit une portion raisonnable. Cette idée est importante. L'objectif n'est pas forcément de supprimer les protéines, mais d'éviter les excès tout en privilégiant la qualité. L'importance de la qualité alimentaire globale. Le document insiste aussi sur la nécessité de limiter les médicaments, toxiques, pesticides, herbicides et autres substances que les reins doivent filtrer. Il rappelle que les reins filtrent le sang en permanence et que beaucoup de substances chimiques finissent par passer par eux. Plus on multiplie ces expositions, plus on alourdit leur travail. Dans cette logique, même le café est concerné. Le texte recommande du café biologique afin de limiter la charge en résidus chimiques. Le sel, pas forcément le supprimer totalement. Un autre point d'aborder concerne le sel. Beaucoup de personnes ayant des problèmes de reins sont mises sur des régimes pauvres en sodium, parfois de façon très stricte. Le texte souligne qu'une réduction excessive peut s'accompagner de faiblesse musculaire, de sensations de fatigue et de léthargie. Il propose alors l'idée d'un sel marin particulier, moins riche en sodium et plus riche en autres minéraux comme le potassium et le magnésium. Même si cela relève d'une recommandation très spécifique, l'idée générale reste intéressante. La question n'est pas toujours de supprimer entièrement le sel, mais de réfléchir à l'équilibre global des minéraux. Les aliments à éviter. Le document rappelle évidemment que les aliments les plus nuisibles dans sa logique sont les aliments raffinés, les produits industriels, les aliments riches en sucre et les aliments riches en glucides. Mais il ajoute aussi que certains aliments pourtant perçus comme sains peuvent poser problème à cause de leur richesse en oxalates. Les oxalates peuvent se combiner au calcium et contribuer à la formation de calculs. Parmi les aliments à limiter dans ce cadre, il cite les épinards, les amandes, les kiwis, les feuilles de betterave, et aussi certains haricots et céréales. L'importance de l'hydratation. Enfin, le texte insiste sur la nécessité de boire suffisamment. En cas de fragilité rénale, il recommande un apport d'environ 2,5 litres d'eau par jour, afin de garder les reins bien irrigués et d'éviter que l'urine ne se concentre trop, ce qui pourrait favoriser certains calculs. Là encore, cela doit bien sûr être adapté au contexte médical individuel, mais l'idée de base est simple, un rein fragile n'aime pas le manque d'eau chronique. Ce qu'il faut retenir. En résumé, le message principal du document est le suivant. Les reins sont des organes de filtration très sophistiqués. Quand ils commencent à s'abîmer, le corps peut retenir des déchets qu'il devrait éliminer et perdre des nutriments qu'il devrait conserver. Cela peut se manifester par un goût métallique, des démangeaisons, une haleine ammoniacale, des gonflements, de la fatigue, des protéines dans les urines, un déséquilibre acido-basique ou une mauvaise activation de la vitamine D. Le texte insiste surtout sur le rôle majeur du diabète, de l'excès chronique de sucre et de l'hypertension dans la dégradation rénale. En réponse,
Il met en avant une stratégie basée sur la réduction des glucides, une alimentation plus propre, une bonne hydratation, certains légumes protecteurs, une gestion intelligente des minéraux et une attention particulière à la qualité globale du mode de vie. Le plus important, au fond, est de comprendre que les reins ne tombent pas forcément malades du jour au lendemain. Souvent, ils s'usent lentement, sous l'effet d'une charge répétée, d'un terrain métabolique déréglé, d'un excès de sucre, d'une tension trop élevée ou d'une accumulation de facteurs défavorables. Et c'est précisément pour cela qu'il faut agir tôt. N'attends pas que ton corps envoie des signaux plus graves. Abonne-toi maintenant, laisse un like, active les notifications et écris en commentaire « Je choisis de protéger ma santé ». Puis envoie cette vidéo à une personne de ton entourage qui doit entendre ce message aujourd'hui.